Toujours avec le même plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Et merci d'avoir choisi Géopolis Télévision pour vous informer. À la une de ce soir, situation sécuritaire à l'est de la RDC. Des nouveaux affrontements sont signalés depuis ce mardi dans les collines de la cité de Saké. Des combats opposant le M23 et les FARDC. Et puis, peine de mort pour les bandits appelés communément Koulouna. Les réactions ne cessent de tomber. Dans ce journal, vous suivrez l'analyse de maître Jonas Ngalamouloumé qui étale la procédure légale devant aboutir à cette sentence. Et à l'international, 10 ans s'écroulent depuis les attentats de Charlie Hebdo. Une journée de commémoration s'est déroulée aujourd'hui à Paris en mémoire des victimes. Commençons avec cette actualité. Des nouveaux affrontements sont signalés depuis ce mardi sur plusieurs collines surplombant la cité de Saké située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Ces combats opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo épaulées par les volontaires pour la défense de la patrie communément appelés Wazalendo. Selon les sources locales, les tentatives des rebelles pour s'emparer de Saké ont été repoussées par l'armée congolaise. Cela fait 2 semaines que le M23 multiplie les assauts sur cette cité, considérée comme le verrou de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Saké, situé à une vingtaine de kilomètres de Goma, héberge de milliers de déplacés depuis plus d'1 an. Actuellement, les détonations des affrontements provoquent une panique généralisée dans la cité avec comme conséquence l'afflux des déplacés et une psychose généralisée parmi les familles. Les autorités administratives et militaires locales n'ont pas encore communiqué concernant cette nouvelle tentative du M23 de prendre le contrôle de la cité de Saké. Des détonations d'armes lourdes et légères résonnent à travers cette agglomération, ravivant les craintes d'événements tragiques similaires à ceux survenus vendredi dernier dans le camp de déplacés du quartier Mugunga et Lac Vert à Goma. Ces affrontements interviennent alors que l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont condamné fermement l'occupation récente de la cité de Massissi et des zones environnantes par les rebelles du M23, violant ainsi le cessez-le-feu. Ils appellent ces rebelles à un retrait immédiat et exhortent le Rwanda à cesser toute coopération avec ce groupe armé, tout en demandant le retrait de ses forces militaires du territoire congolais. La cérémonie officielle de passation de commandement entre les chefs d'état-major sortants et entrants des FARDC a eu lieu ce lundi 7 janvier 2025 au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Le nouveau chef d'état-major, le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe, a été installé dans ses nouvelles fonctions en remplacement du général Christian Chiwewe, devenu conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Il a reçu l'étendard de l'armée avec des mots d'encouragement du président de la République, Félix Tshisekedi. Patience Lokeke. Le chef de l'État a présidé la cérémonie officielle de passation des commandements entre le chef d'état-major sortant et entrant des FARDC ce lundi au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Nommé chef d'état-major par ordonnance présidentielle, le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe a été installé dans les nouvelles fonctions en remplacement du général Christian Chiwewe, devenu conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Il a reçu l'étendard de l'armée avec de mots d'encouragement du président de la République qui l'a convié à servir sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. De serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Le chef d'état-major sortant, Christian Chiwewe, a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en sa modeste personne et a présenté ses vives félicitations à la nouvelle équipe promue dans un contexte marqué par la guerre dans l'est du pays. Avant d'être promu, le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe exerçait depuis 2022 comme chef adjoint de la maison militaire du président Félix Tshisekedi, chargé des opérations et des renseignements militaires. Il a également servi comme commandant adjoint de la garde républicaine, une unité d'élite assurant la protection du président et des institutions congolaises.
Et pour discuter à ce sujet, nous avons un intervenant ce soir. Il s'agit de Patrick Ilunga, journaliste à Géopolis Télévision. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Patrick Ilunga, nous l'avons suivi, c'était hier au camp Kokolo que le nouveau chef d'état-major général des FARDC a pris officiellement ses fonctions. Alors, quels sont les défis qui se dressent devant lui? Voilà, avant de parler des défis qui se dressent devant lui, il faut d'abord rappeler le contexte. Il remplace le général Chiwewe, oui. le général d'armée Chiwewe qui a fait à ce poste, disons, 2 ans et demi, ou bien 2 ans et quelques semaines. Le contexte est un petit peu différent parce que le général Chiwewe arrivait en remplacement du général Mbala Moussensé. Le général Chiwewe remplaçait le général Mbala Moussensé. À l'époque, c'était quelques mois après la dislocation FCC Cash. Donc, il y avait comme une des velléités dans le chef de certains hommes politiques de vouloir amener la querelle des politiciens dans l'armée. Et donc, c'est à en croire le discours moralisateur du général Chiwewe lorsqu'il avait été nommé. Donc, il était arrivé avec l'esprit d'insuffler la discipline dans l'armée. Il était arrivé avec l'esprit de donner de force à l'armée parce que lui, il était réputé homme de terrain, contrairement au général Mbala Moussensé. Et donc, 2 ans après, le contexte de la guerre est toujours là, mais les querelles FCC-Cash ne sont plus là. Donc, le discours de discipline, on n'entend plus parler de ça, ce qui veut dire que la discipline a régné, en tout cas dans l'armée, mais le contexte de guerre continue à exister. Et il faut rappeler que c'est seulement pour la 2e fois que le président de la République fait un changement de fond en comble, en tout cas un grand changement dans l'appareil sécuritaire au sein des FARDC, il faut dire ça comme ça. Le but, on va dire, l'objectif, c'est d'insuffler un sang nouveau pour donner, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. On ne dit pas que le général Chiwewe a été un mauvais chef, mais simplement qu'il fallait insuffler un sang nouveau pour donner du tonus au FARDC. Et donc, pour répondre à votre question, les défis qui se dressent devant le lieutenant général Jules Banza qui vient d'arriver, et ce n'est pas un secret pour quelqu'un ici, on est dans un contexte de guerre généralisée. Il y a les groupes armés d'abord au niveau de l'Ituri, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi les questions sécuritaires au niveau de la province du Kwango, de Mai-Ndombe. En parlant même de ce contexte actuel, alors, est-ce que ce changement profond intervenu au sein de l'armée est-il un message particulier? Voilà, ce changement qui a été opéré à la tête de l'armée congolaise, est-ce que c'est vraiment un message particulier par rapport au contexte actuel, comme vous avez évoqué la situation sécuritaire à l'est de la RDC, aussi notamment dans la province du Congo? Voilà, je disais donc pour finir ma phrase, il y a aussi le contexte que tout le monde connaît, le contexte de la guerre du M23, la guerre qui s'intensifie malheureusement. Donc il y a ce contexte-là. Maintenant, votre deuxième question, c'est... Voilà, est-ce que ce changement est-il un message particulier? Bon, c'est vrai qu'on dit que l'armée, c'est la grande muette, elle ne parle pas beaucoup, mais on peut deviner que c'est un message particulier parce que je venais de dire tout à l'heure qu'il fallait insuffler un vent nouveau, un sang neuf dans l'armée, mais le changement, il a été généralisé. Il y en a qui parlent de changement, il y en a qui parlent de mutation parce que le général Chiwewe est placé maintenant conseiller du président de la République. Il est remplacé par le lieutenant général Jules Banza, mais en même temps, dans les zones, on va dire, on appelle ça les zones de défense, il y a eu aussi permutation. Donc, pour ne pas beaucoup s'étaler sur d'autres zones de défense, on va garder la zone Est, qui est maintenant pilotée par le général Pacifique Massunzu, qui est réputé un tacticien, un général très, on va dire, qui est habile sur le terrain avec ses troupes.
Donc c'est lui qui va maintenant piloter la zone de défense de l'Est, avec tout ce que vous savez, la guerre et consort, on ne va pas revenir dessus. Mais la zone de Kinshasa, la première zone de défense, est maintenant pilotée par le général Chico Chitambwe, qui était dans la zone Est. Donc il y a eu des changements comme ça, des permutations comme ça, même au sein, on va dire, au renseignement militaire. Le général Christian Daïwel laisse la place au général Jean-Roger Makombo. Le général Christian Daïwel est devenu maintenant chef d'état-major de forces terrestres. Donc, il faut dire que tous ces changements, c'est quand même un message pour dire que on arrive avec une nouvelle stratégie et peut-être que les rebelles n'ont qu'à bien se tenir, comme on dit, mais il faut rappeler que depuis 2018 jusqu'à 2024, le dernier changement c'était décembre 2024, il y a eu, l'armée congolaise a eu 4 chefs d'état-major, c'est quand même beaucoup, mais ce sont des faits. Voilà, Patrick Ilungué, alors sur le théâtre des opérations, y a-t-il déjà effet du nouveau commandement en termes de victoire sur terrain? Bon, selon les dernières informations qui nous arrivent de Radio Okapi, déjà ce mardi, il y a dans le territoire de Massissi, l'agglomération de Gungu, il y a eu des combats, mais les FARDC ont réussi à récupérer, à reprendre le contrôle de l'agglomération de Gungu. Nous sommes dans le Massissi, mais dans le Massissi, comme on dit, il y a quelques jours, Massissi Centre a été pris par les rebelles. Bon, il faut dire que, comme le dit si bien le ministre de Communication, dans une guerre, il peut y avoir de pertes, on va dire, on peut perdre une bataille, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a perdu la guerre, donc optimisme. D'accord. Merci à vous, Patrick Ilunga, pour ces éclaircissements. Je vous remercie. Poursuivons avec ce journal. Corridor de Lobito, on en parle encore, alors que le projet poursuit son cours normal en République démocratique du Congo. Des analystes estiment que le projet industriel aura un impact négatif sur certains leviers économiques du pays. C'est du moins le point de vue de Dadi Saleh, professeur d'économie du développement. Saleh dénonce un projet néocolonialiste qui réduit le Congo en agent négligeable sur ses propres ressources. Le professeur Dadi Saleh a été interrogé par Patrick Ilunga. Nous pensons effectivement que le fait que sur les 1300 km effectivement de chemin de fer, seulement 450 passent en République démocratique du Congo et qu'effectivement dans les grandes négociations et les grands investissements des États-Unis et des banques, c'est plutôt en Angola qu'en République démocratique du Congo jusque-là. C'est-à-dire que la vraie négociation, c'était avec l'Angola, mais sur des matières premières de la République démocratique du Congo. Et à ce moment précis, nous devons prendre en compte le fait que la grande partie des entreprises minières qui sont vers le sud de la République démocratique du Congo, et pour ne pas dire dans toute la République démocratique du Congo, n'appartiennent pas à la République démocratique du Congo. Là, vers les sites, c'est plus les Chinois et autres. C'est-à-dire qu'en termes d'avantages comparatifs, la République démocratique du Congo, nous sommes pratiquement des commissionnaires. Parce que exactement, c'est vrai certes qu'il y aura des avantages, comme je l'ai dit, sur le plan agricole, un peu, sur le plan des transports, sur le plan là où pour l'exportation de nos minéraux en termes de matières brutes, il y a réduction des temps. Tout à fait, ça c'est tout à fait vrai. Et c'est-à-dire effectivement, ceux qui vont exporter vont gagner un peu plus. Mais qui exporte? Parce que ce sont les Chinois, ce sont les Canadiens. Et ils exportent sur le chemin de fer de qui passe vers Lobito. Ce qui fait que ça va défavoriser notre port de Mwanda et notre port effectivement de Matadi. Donc il ne faut pas réfléchir seulement à court terme parce qu'on va avoir quelques milliards de dollars, là où on pouvait avoir des milliards de dollars dans 30, 40, 50 ans. Nous sommes en train de brader effectivement notre capacité productive à vil prix. Nous avons suggéré effectivement qu'il y ait un système industriel complet du type néo-mercantiliste, là où nous devons nous réapproprier d'abord la grande partie de nos usines, la grande partie de notre matière première, en faisant des usines où nous allons produire des produits finis, n'est-ce pas, et que nous pouvons les exporter. Mais bien sûr, on peut exporter déjà. Si je ne m'abuse, il est prévu que plus de 50% de toute notre production de l'autre côté ne pourra être envoyée que par ces chemins. Ce qui fait que ça va décourager Mwanda tous les projets et ça va décourager un peu notre port de Matadi. Donc le Congolais en soi n'est pas gagnant. C'est un projet du type néocolonialiste parce que ces chemins-là, c'est pour l'exportation seulement du brut.
Et ça prend la même logique que depuis que nous avons des chemins de fer et que nous avons des chemins en République démocratique du Congo. L'actualité dans notre pays reste également dominée par l'affaire liée au transfert des bandits communément appelés Kuluna à la prison d'Angenga dans le Grand Équateur. En réaction à ce sujet, maître Jonas Ngalamouloumé qui salue la peine de mort infligée à ces bandits qui endeuillent les familles dans la ville de Kinshasa a tout de même étalé la procédure légale devant aboutir effectivement à cette peine de mort. Il évoque notamment les dispositions pertinentes de l'article 5 du Code pénal. Maître Jonas Ngalamouloumé a été interrogé par Théodore Ngando. La question en rapport avec l'opération Dogo ou Zéro Kuluna, c'est une question qui répond à la problématique du terrorisme urbain. Et la criminalité qui est aujourd'hui constatée sur l'étendue de la République ou dans la ville de Kinshasa, c'est un fait social percutant et qui appelle la réponse de la République et du pouvoir public. Alors, ce qui est en train d'être fait à ce jour ne doit pas l'être en marge de la loi. Ça doit l'être conformément aux prescrits du Code pénal congolais, parce que là, nous sommes dans le domaine des faits infractionnels. Et comme nous le savons, les infractions en République démocratique du Congo répondent au principe de la légalité des délits et des peines qui est consacré par l'article 5 du Code pénal. L'article 5 du Code pénal congolais érige un ordre utile à 8 rangs de la qualification des peines et des délits en République démocratique du Congo qu'on peut consacrer comme infraction. Au premier rang, nous avons la peine de mort, qui est une peine qui répond à la gravité des faits selon que la société est troublée. Et il appartient au ministère public de rechercher, d'appréhender et de déférer les condamnés devant le juge qui va les juger jusqu'à la culpabilité établie. Quand on a appliqué les recours au service national, cela s'est apparenté pour les uns comme une prime à la délinquance. Maintenant, il faut appliquer la peine de mort pour qu'elle soit un langage pédagogique en face de ceux qui se croient tout permis et qui évolue en marge de la loi. Nous pensons, à notre avis, que cela doit l'être de la manière la plus ferme possible. Et nous demandons d'ailleurs à l'occasion aux garants de la nation, conformément à l'article 6, de déterminer par voie d'ordonnance pour ceux-là dont la peine est déjà devenue définitive et irrévocable, de comment celle-ci peut être exécutée et qu'elle le soit publiquement, bien sûr dans le respect de la dignité humaine, pour inciter aux jeunes gens qui sont trompés à ne pas se livrer aux actes contraires à la loi qui les exposeraient à la peine de mort. Aux faits graves, un enseignement percutant et grave. Celui qui tue, même la Bible dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. C'est le Dieu suprême a déterminé ce principe. Alors au nom de quoi l'on peut considérer qu'une légalité consacrée par la loi, on peut la bafouer. D'ailleurs, le moratoire l'était en violation et de la Constitution et du Code pénal. Les centrales hydroélectriques de Katende ont été expédiées lundi depuis le Haut-Katanga à la destination de la province du Kasaï central. L'embarquement a été effectué via des wagons de la Société nationale de chemin de fer du Congo à Lubumbashi. Face à cette nouvelle, la société civile de la province du Kasaï central est très émue et grâce à cette expédition de matériel, la solution sera trouvée. Suivez ce commentaire de Francine Keba. Plus de 120 tonnes de matériel ont quitté Lubumbashi pour Kananga, portant avec elles l'espoir de relancer la centrale hydroélectrique de Katende, une infrastructure attendue depuis des années par les habitants de la région. Le lancement de ces opérations intervient quelques jours après la visite du président Félix Tshisekedi dans le Kasaï central fin décembre 2024. Pour la société civile qui a accueilli cette bonne nouvelle, cette expédition permettra de trouver des solutions tant attendues pour alimenter les grands Kasaï. Nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette nouvelle d'expédition de 120 tonnes de matériel nécessaire à la reprise des travaux
de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Comme vous le savez très bien, madame, la centrale hydroélectrique de Katende est un projet qui est attendu par notre population du Kasaï central et du Grand Kasaï de manière générale. Alors, lorsqu'on apprend qu'il y a 120 tonnes de matériel, alors nous sommes très contents. Nous saluons les efforts du gouvernement central et surtout la volonté du président de la République. Nous, en tant que société civile, nous saluons, nous sommes d'accord avec cette nouvelle et nous voulons que ces matériels arrivent d'abord au site et que les travaux reprennent effectivement. Les projets des Chit Katende et Mbombo visent à doter Kananga d'une source d'énergie durable et fiable, capable de répondre à une problématique de longue date. L'insuffisance d'accès à l'électricité en province qui, malgré ses ressources naturelles, souffre d'un déficit énergétique conséquent. Et depuis quelques semaines, de nombreuses personnes sont touchées par la grippe. Selon certaines sources, cette grippe se caractérise par une fièvre soudaine, la toux, des maux de gorge, des courbatures, la fatigue et autres ennuis de santé. Pour se soulager, les patients recourent à quelques remèdes naturels. Ils prennent des tisanes, appliquent les baumes et autres. Des soins médicaux peuvent cependant être nécessaires dans ces cas graves. Quelles sont donc les causes de la grippe saisonnière et comment la soigne-t-on? Les réponses dans cet élément de Rachel Messinga. L'épidémie des grippes saisonnières a débuté de manière précoce à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Selon de nombreuses sources sanitaires, elle se caractérise par une forte fièvre, une toux soudaine, un mal de gorge ainsi que de douleurs musculaires et articulaires. Quelles sont les causes de la grippe saisonnière et comment la prévenir? Le docteur Koma répond. La transmission se fait beaucoup plus par des gouttelettes de salive. Lorsque nous parlons, nous sommes en face de nos amis, tout ça. À travers ces gouttelettes de fluge-là, nous pouvons transmettre ce genre de virus. Il faut pratiquer le mesure barrière, comme nous avons vu ça avec la Covid-19. Les personnes âgées et les enfants, ainsi que ceux souffrant de certaines maladies, sont le plus vulnérables à cette grippe. La population qui est beaucoup plus concernée, c'est la population infantile et des nourrissons qui présentent beaucoup plus ces symptômes-là. Et il y a aussi les personnes qui ont une immunité faible. Nous pouvons citer les personnes âgées, nous pouvons citer des personnes qui souffrent de certaines infections telles que l'infection à VIH, ainsi que d'autres pathologies qui peuvent entraîner une dysimmunité. Quelles sont les options des traitements disponibles pour la grippe saisonnière et quand faut-il consulter un professionnel de la santé? S'il y a la persistance de la symptomatologie, il y a la persistance des signes, il y a l'aggravation des signes, là il faut consulter un médecin. Mais à ce qui concerne les symptômes simples, vous pouvez prendre un antigrippal peut aussi soulager. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Il est donc préférable de prendre des précautions pour se prévenir de la grippe. En sport, les deux représentants congolais aux interclubs de la CAF sont au bord de l'élimination. Si Mazembe se déplacera à Alger avec l'obligation de battre le Mouloudia Club d'Alger ce vendredi, l'AS Maniema Union devra battre Mamelodi Sundowns samedi prochain au Stade des Martyrs pour le compte de la 5e journée de la phase des groupes en Ligue des Champions. Blaise Kouzola. Incliné pour la première fois en compétition de la Ligue des Champions de la CAF, les deux représentants congolais, le TP Mazembe et Maniema Union, sont sous pression pour arracher une place qualificative au prochain tour. Le Corbeau de Lubumbashi, actuellement dernier du groupe A avec seulement 2 points en 4 matchs joués, ont quitté Dar es Salaam ce lundi 6 janvier direction Alger pour un match décisif contre le Mouloudia Club d'Alger. Ce rendez-vous crucial se déroulera le vendredi 10 janvier dans le cadre de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF 2024-2025. De son côté, Maniema Union revient à Kinshasa après une défaite au Maroc et occupe désormais la 4e et dernière place du groupe B avec 3 points, alors que l'AS FAR solidifie sa première place avec 8 points. C'est samedi 11 janvier, Maniema Union tentera de faire tomber le Mamelodi Sundowns à Kinshasa pour se faire une place à la qualification. Une victoire est impérative pour les deux équipes congolaises afin de garder l'espoir de décrocher la dernière place qualificative pour le quart de finale.
Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi à l'international. Alors que 600 millions de personnes vivent sans électricité en Afrique et que les objectifs climatiques nécessitent une montée en puissance des énergies propres, la géothermie apparaît comme une solution clé. Selon un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie, le potentiel de cette source est encore sous-exploité. Suivez. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Afrique pourrait devenir d'ici 2050 la région avec la plus grande capacité géothermique installée. L'organisation indique qu'un environnement macroéconomique amélioré et un soutien politique généralisé, réduisant les risques liés au développement, pourrait permettre au continent de débloquer jusqu'à 25 gigawatts de capacités géothermiques, soit plus que toute autre région au monde. Ces prévisions reposent sur un potentiel géothermique considérable, en grande partie concentré dans la vallée des Rifts, une zone volcanique traversant les pays comme le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. Cette région joue déjà un rôle clé dans la production géothermique africaine, avec les Kenyans en tête. Selon le même rapport de l'AIE, les Kenyans figurent parmi les 3 pays ayant le plus contribué à l'expansion mondiale de la capacité géothermique au cours de la dernière décennie, avec la Turquie et l'Indonésie. Les pays prévoient de presque doubler sa capacité d'ici 2030. Les progrès du Kenya pourraient inspirer d'autres pays africains disposant des ressources similaires comme l'Éthiopie et la Tanzanie, où des subventions directes soutiennent déjà les activités de forage. Cela illustre les défis techniques et financiers auxquels fait face cette industrie. Néanmoins, l'AIE estime que la dynamique pourrait s'accélérer au-delà de 2030, à condition que de mécanismes d'atténuation de risques soient mis en place pour attirer les investisseurs. Elle indique qu'avec un soutien politique accru et des coûts de production en baisse grâce aux innovations technologiques, les investissements dans la géothermie pourraient atteindre 2,5 trillions de dollars d'ici 2050. Et puis, 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, une journée de commémoration se déroule à Paris et dans d'autres villes de la France pour honorer la mémoire des victimes. Les cérémonies sobres et respectueuses des souhaits de famille rassemblent des figures politiques dont Emmanuel Macron et rappellent l'impact durable de ces événements sur la liberté d'expression en France et dans le monde. Charlie Hebdo publie un numéro spécial affirmant sa résilience face à l'adversité. Gigi Nende. 10 ans se sont écoulés depuis le tragique attentat de Charlie Hebdo, mais la mémoire des victimes reste vive dans le cœur des Français. Ce 7 janvier, Paris et d'autres villes de France se sont parées de sobriété pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette attaque qui a choqué le monde entier. La commémoration, empreinte de respect et de recueillement, a rassemblé des personnalités politiques, des citoyens et des membres des familles des victimes, témoignant d'une unité face à l'adversité. L'événement a été marqué par la présence d'Emmanuel Macron, qui a rappelé l'importance de défendre la liberté d'expression, un principe fondamental qui a été mis à mal ce jour-là. Le président a souligné que ces attaques ne doivent pas seulement être perçues comme des actes de violence, mais aussi comme des défis à la démocratie et à la culture. Charlie Hebdo, le symbole de la liberté d'expression, a également marqué cette journée en publiant un numéro spécial. Ce geste fort illustre la résilience du journal face à la peur et à la censure. 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, la France se trouve à un carrefour. Les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité doivent être plus que de simples mots inscrits sur des murs. Elles doivent être vécues au quotidien. Messieurs, à présent, nous allons faire la lecture des différents journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Faisons place à la revue de presse.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse avec cette information d'Info 27 qui titre à sa une « Lutte contre le Koulouna, des avancées notables grâce à une stratégie judiciaire renforcée ». Face à la montée en flèche des violences des gangs urbains communément appelés Koulouna, les autorités congolaises déploient une riposte sans précédent pour restaurer la sécurité. Une stratégie en dévolé alliant arrestation ciblée et justice exemplaire témoignent de la détermination du gouvernement à éradiquer le phénomène de Koulouna et à protéger les habitants de la capitale. Les résultats, marqués par des condamnations fermes et une baisse significative des actes criminels, annoncent les prémices d'une paix retrouvée dans les rues de la capitale. Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, et Patrick Mouyaya, ministre de la communication et des médias, ont détaillé les actions en cours et les progrès réalisés lors d'un briefing spécial diffusé en direct à la télévision nationale le lundi 6 janvier 2025. Dans la même optique, Forum des As titre « Lutte contre le Koulouna, des signaux positifs ». Selon le patron de la justice RD congolaise, les premiers résultats sont encourageants. Il y a une diminution notable des cas de banditisme urbain à Kinshasa. Cette note positive est due à l'efficacité des mesures prises, mais également à l'effet psychologique des audiences foraines qui traduisent la détermination des autorités de protéger les citoyens. Selon Constant Moutamba, les premiers résultats sont encourageants. Cette amélioration reflète non seulement l'efficacité des mesures prises, mais aussi l'impact psychologique des audiences foraines qui réaffirment la volonté des autorités de protéger des citoyens. Dans un autre registre, la prospérité titre « Couverture totale de la paye complémentaire et su un ouf de soulagement pour les professeurs des universités ». Après un mois de grève sèche décrétée dans ces secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire à travers toute l'étendue du territoire national, les professeurs d'université trouvent gain de cause à la suite des pourparlers engagés pour ces faire. Un communiqué publié le 3 janvier 2024 portant la signature du directeur du cabinet de la ministre de l'ESU, professeur Dr Marie-Thérèse Sombo, en dit long et fixe la période au cours de laquelle le gouvernement dirigé par Judith Suminwa, première ministre, procédera à la couverture totale de la paye complémentaire attendue. La ministre rassure par ailleurs les bénéficiaires que les comptes seront crédités sans nul doute par les banques payeuses, lesquelles sont invitées à s'y mettre déjà afin qu'ils soient servis dans un bref délai et que ceux du Congo profond n'ont aucune crainte à se faire. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Est arrivé à son terme, place au rappel des titres. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, des nouveaux affrontements sont signalés depuis ce mardi dans les collines de la cité de Saké, des combats opposant le M23 et les FARDC. Et puis peine de mort pour les bandits appelés communément Koulouna. Les réactions ne cessent de tomber dans ce journal. Vous avez suivi l'analyse de maître Jonas Songala Mouloumé qui a étalé la procédure légale devant aboutir à cette sentence. Et à l'international, 10 ans s'écroulent depuis les attentats de Charlie Hebdo. Une journée de commémoration s'est déroulée aujourd'hui à Paris en mémoire des victimes. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.